C'est l'histoire de Claire, une femme de 35 ans qui a construit sa vie loin du regard de sa famille, en silence, avec obstination. Une vie que personne ne connaissait vraiment. Ce soir-là, elle portait une robe bordeaux et un secret de 6 ans. Ce qui suit, c'est ce qu'il en a coûté. Et ce que ça lui a rapporté. Cette histoire est une fiction. Les personnages, les situations et les lieux décrits sont imaginaires et ne représentent aucune personne réelle. Ce soir-là, Claire avait mis la robe bordeaux parce que c'était la seule qu'elle possédait qui convenait à ce genre de soirée. Ces dîners d'affaires où son père aimait parader avec ce verre de champagne qu'il tenait toujours un peu trop haut, entouré d'associés qui riaient trop fort et posèrent des questions auxquelles il n'écoutait pas les réponses. Et elle s'était habillée seule dans leur appartement du 3e arrondissement pendant qu'Étienne lisait dans le salon sans rien dire, parce qu'il savait depuis 6 ans qu'il y avait des batailles qu'elle devait mener seule, et que celle-là en faisait partie. Il lui avait embrassé l'épaule avant qu'elle parte, juste ça, et elle avait senti dans ce geste simple tout ce qu'il ne disait pas, cette façon qu'il avait de la tenir sans jamais l'emprisonner. Et elle avait pensé en descendant les escaliers que c'était exactement pour ça qu'elle l'avait épousé dans cette petite mairie du 7e arrondissement de Lyon, un mardi matin de novembre, devant 3 témoins et un greffier qui bâillait. Le restaurant s'appelait Le Cèdre, toujours le même depuis 20 ans, avec cette lumière tamisée qui rendait tout le monde un peu plus beau et un peu moins honnête, et son père l'avait accueilli avec cette accolade sèche et brève qu'il réservait aux obligations familiales, la main dans le dos une seconde, le regard déjà ailleurs, comme si sa présence était une case à cocher dans un agenda chargé. Sa mère portait le collier de perles, celui qu'elle sortait pour les occasions importantes, et son sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. Il y avait 6 personnes autour de la table, des noms qu'elle avait déjà entendus. Maître Fontaine avec ses lunettes cerclées d'or, les époux Bergerac qui finissaient chacun les phrases de l'autre, un certain Delorme, dont elle ne situait pas exactement la fonction, mais dont la montre indiquait clairement la position sociale, et elle s'était assise, avait déplié sa serviette, avait souri aux bonnes personnes au bon moment, parce qu'elle connaissait ce théâtre depuis l'enfance et qu'elle en maîtrisait tous les codes sans en partager aucune des valeurs. Pendant 1 heure, tout s'était passé correctement. Puis son père avait rempli son verre une 3e fois et quelque chose dans son regard avait changé. Cette légère détente qui chez lui n'annonçait jamais rien de bon, ce relâchement des épaules qui précédait toujours les mots qu'il n'aurait pas dû prononcer, et il avait posé les yeux sur elle avec cet air de confidence qu'il prenait quand il voulait faire rire à ses dépens. « Ma fille, elle est architecte, vous savez, indépendante, ce qui signifie en clair qu'elle travaille beaucoup pour pas grand-chose. » Il avait souri à Delorme, complice, et Delorme avait souri en retour parce que c'est ce qu'on fait quand celui qui tient l'addition sourit. 35 ans célibataire, aucune perspective sérieuse. Un gâchis, franchement. On ne comprend pas toujours ses enfants. Sa mère avait baissé les yeux sur son assiette, puis les avait relevés avec ce sourire gêné qu'elle utilisait depuis 30 ans pour traverser les moments difficiles sans les affronter, et elle avait murmuré presque pour elle-même, comme si c'était une évidence mélancolique plutôt qu'une cruauté, elle finira seule. Et Claire avait entendu dans ces 3 mots toute une vie de petites lâchetés accumulées, toutes ces fois où sa mère avait choisi le silence plutôt que de prendre sa défense. Elle avait regardé sa flûte de champagne, les bulles qui montaient régulières et indifférentes, et elle avait pensé à Étienne, à ses mains larges couvertes de poussière de chantier le soir, à sa façon de faire le café le dimanche matin sans qu'on le lui demande, à ce rire qu'il avait eu dans la mairie quand le greffier avait failli prononcer son prénom de travers, et quelque chose en elle s'était mis en place avec la précision froide d'une décision qu'on a trop longtemps repoussée. Elle avait posé la flûte. « Je ne suis pas seule. Je suis mariée depuis 6 ans. Vous n'avez jamais été invité. » Le visage de sa mère avait changé de couleur de cette façon qu'on ne voit qu'une fois dans une vie, cette pâleur qui vient quand quelque chose de fondamental vient de basculer et qu'on le comprend avant même d'avoir pu réfléchir, et son père avait reposé son verre brusquement sur la nappe blanche, et le son avait résonné dans le silence soudain de la table comme quelque chose qui se brise. « Explique-toi, tout de suite. » Claire avait regardé les autres convives, leur visage figé entre gêne et fascination, puis elle avait regardé cet homme qui avait mesuré sa vie entière à l'aune de ce qu'elle n'était pas, et elle avait pris son sac, s'était levée sans précipitation, et avait dit simplement
pas ici. Dehors, l'air de Lyon était frais et propre. Elle avait marché jusqu'au parking, composé le numéro d'Étienne, et il avait décroché à la deuxième sonnerie comme il le faisait toujours. « C'est fait », avait-elle dit. Un silence, puis sa voix à lui, grave et sans affolement. « Comment tu vas ?» Elle avait regardé la rue devant elle, les lumières, les passants, la ville qui continuait sans se soucier de rien. « Je ne sais pas encore. » Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est ce que son père était capable de faire quand on lui retirait le contrôle, et elle allait l'apprendre beaucoup plus vite qu'elle ne l'imaginait. Claire avait 19 ans la première fois qu'elle avait compris ce que signifiait vraiment le mot « espace ». Pas l'espace vide et froid de son enfance, dans cet appartement du 8e arrondissement, où son père occupait toutes les pièces sans jamais les habiter, mais l'espace comme quelque chose qu'on conçoit, qu'on décide, qu'on offre aux gens pour qu'ils puissent y devenir eux-mêmes, et c'était un professeur de première année à l'école d'architecture qui avait dit ça sans même s'en rendre compte entre deux phrases sur les contraintes structurelles. Et elle avait noté la phrase dans la marge de son carnet avec l'impression que quelqu'un venait de nommer quelque chose qu'elle portait depuis toujours, sans pouvoir le formuler. Chez ses parents, l'espace avait toujours appartenu à son père. Il n'y avait pas eu de violence, pas de cris, rien de ce qu'on raconte facilement. Il y avait eu cette façon qu'il avait d'entrer dans une pièce et de la remplir entièrement sans effort apparent, de parler pendant les repas comme si le silence des autres était une forme de consentement, d'évaluer chaque décision de Claire avec ce regard de comptable qui transformait tout en colonnes de chiffres, ses notes, ses amis, ses choix vestimentaires, et plus tard ses projets professionnels, toujours avec cette même question sous-jacente qui ne se posait jamais directement mais qui flottait dans l'air de chaque conversation. Est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que ça mène quelque part? Est-ce que tu vas finir par valoir ce qu'on a investi en toi? Sa mère avait navigué dans tout ça avec cette discrétion qu'on prend parfois pour de la sagesse et qui n'est souvent que de la peur, souriant au bon moment, disparaissant au mauvais, et Claire avait appris très tôt à ne rien attendre d'elle dans les moments qui comptaient vraiment. Elle avait rencontré Étienne un mardi de mars, sur un chantier de réhabilitation dans le quartier de la Croix-Rousse, où elle supervisait la pose de cloisons pour un cabinet qui lui sous-traitait les petits projets en attendant qu'elle ait assez de clients pour voler seule. Il était artisan, menuisier, et il avait passé la matinée à lui poser des questions précises sur les plans sans jamais remettre en cause ses décisions, ce qui était suffisamment rare pour qu'elle le remarque. Ils avaient déjeuné ensemble par hasard à la boulangerie du coin, puis le lendemain par choix, puis la semaine suivante dans un restaurant du Vieux-Lyon où il avait commandé pour elle sans lui demander parce qu'il avait retenu ce qu'elle avait dit préférer 3 jours plus tôt, et ce détail si simple l'avait touchée d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Ce qui l'avait frappé chez lui, dès le début, c'était cette façon qu'il avait de prendre de la place sans en prendre aux autres, d'exister pleinement sans que sa présence réduise celle de quiconque autour de lui, et elle avait mis plusieurs semaines à comprendre que c'était simplement ça, un homme qui n'avait pas besoin de diminuer les autres pour se sentir entier. Il s'était marié 18 mois plus tard dans la mairie du 7e arrondissement, un mardi matin de novembre parce que c'était le seul créneau disponible avant janvier et qu'il n'avait pas voulu attendre, avec pour témoin sa collègue Nadia et le frère d'Étienne venus spécialement de Grenoble. Et le greffier avait failli appeler Claire Claire-Marie, en lisant trop vite, ce qui avait fait rire Étienne d'un rire si franc et si soudain que même le greffier avait souri malgré lui. Elle n'avait pas invité ses parents. Ce n'était pas une décision prise dans la colère, pas une vengeance planifiée, juste la certitude tranquille que leur présence aurait transformé ce matin simple et juste en quelque chose qu'il aurait fallu gérer, expliquer, défendre, et qu'Étienne méritait mieux que ça, qu'elle méritait mieux que ça, que ce mariage était à eux et à personne d'autre. Elle y avait pensé parfois, ces 6 dernières années, à ce moment où il faudrait le dire, sans jamais imaginer que ce serait dans un restaurant feutré devant des associés en costume, avec un verre de champagne dans la main et le parfum d'aftershave de son père dans l'air, ce parfum de bois de santal qu'elle associait depuis l'enfance au silence qui précède les mauvaises nouvelles. Maintenant c'était dit. Et en marchant vers sa voiture ce soir-là, elle sentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas de la fierté exactement, plutôt cette légèreté qui vient quand on pose enfin un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait fini par oublier qu'il était là. Son téléphone vibra dans sa main. Le prénom de son père s'afficha sur l'écran.
Elle éteignit l'écran et continua de marcher. Étienne avait fait le café avant qu'elle se lève, comme tous les matins, et il avait posé la tasse sur la table de nuit sans rien dire, sans poser de questions, sans ce regard inquiet que d'autres auraient eu dans la même situation, et Claire avait regardé ce geste simple pendant quelques secondes avant de prendre la tasse, parce qu'elle savait que c'était sa façon à lui de dire qu'il était là et que le reste pouvait attendre. Son téléphone affichait 17 appels manqués de son père. Elle avait bu son café jusqu'à la dernière gorgée, avant de rappeler, parce qu'il y avait dans ce choix quelque chose d'important, une façon de décider elle-même du moment, de ne pas se laisser convoquer comme on l'avait toujours fait, et quand elle avait finalement composé le numéro, sa voix à elle était posée, et la sienne à lui ne l'était pas du tout. Demain, 18 heures, tu viens avec lui. Pas de bonjour, pas de préambule. Juste cet ordre bref qui présupposait qu'elle allait obéir, comme elle l'avait toujours fait, comme si les 35 années précédentes avaient établi une règle que la veille au soir n'avait pas suffi à effacer. Elle avait dit oui, parce que cette conversation-là méritait d'être faite en face. Ils étaient arrivés ensemble le lendemain, Étienne avec cette façon qu'il avait de marcher dans les espaces inconnus, calme et attentif, sans chercher à impressionner ni à se faire oublier. Et Claire avait senti, en poussant la porte de l'appartement de ses parents, cette odeur familière de cire et de renfermé qui lui rappelait chaque dimanche d'enfance passé à attendre que le repas se termine pour pouvoir partir. Sa mère les attendait dans le salon, les mains croisées sur les genoux, le visage de quelqu'un qui a peu dormi et beaucoup réfléchi. Son père était debout devant la fenêtre, dos tourné, et il ne s'était pas retourné immédiatement, ce qui était une façon de faire sentir son mécontentement avant même que quoi que ce soit ait été dit. Quand il s'était enfin retourné, son regard était allé directement sur Étienne, pas sur Claire, et il l'avait examiné avec cette lenteur calculée qu'il utilisait dans les négociations professionnelles, comme si l'homme devant lui était un dossier à évaluer plutôt qu'une personne à rencontrer. « Donc c'est vous ?» Étienne n'avait pas bougé. « Oui, je m'appelle Étienne Maréchal. » Son père avait laissé passer un silence, puis « Menuisier. » « Qui ?» Il avait prononcé le mot avec cette neutralité précise qui était pire que le mépris ouvert, cette façon de constater un fait en laissant à l'autre le soin de comprendre ce que ce fait implique dans son système de valeurs. « Ma fille a fait 5 ans d'études d'architecture pour épouser un menuisier en secret. Votre fille a fait 5 ans d'études d'architecture et elle est devenue une excellente architecte. » Étienne avait dit ça sans hausser la voix, sans agressivité, avec cette tranquillité des gens qui n'ont rien à prouver. Le reste ne vous appartient pas. Claire avait vu quelque chose changer imperceptiblement dans le visage de son père. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, la surprise de quelqu'un qui n'est pas habitué à ce qu'on lui réponde sans chercher son approbation. Sa mère avait regardé Étienne avec une expression qu'elle n'avait pas su déchiffrer immédiatement, entre l'inconfort et quelque chose qui ressemblait, peut-être, à une forme de reconnaissance. Son père s'était repris rapidement, comme il le faisait toujours. « Vous comprendrez que nous ayons besoin de temps, que cette situation est difficile à accepter pour nous. »« Je comprends que vous soyez surpris, » avait dit Claire. « Ce que je ne peux pas vous accorder, c'est le droit de décider si mon mariage est légitime. » Il y avait eu un silence long, tendu, de ceux qui contiennent plusieurs décisions simultanées, et son père avait regardé par la fenêtre puis s'était retourné vers elle avec cette expression qu'elle connaissait depuis l'enfance, celle qui précédait les ultimatums. « Tu choisis. C'est lui ou c'est nous. » Claire avait regardé Étienne. Il ne lui faisait pas signe, ne cherchait pas à influencer, simplement là, les mains dans les poches, patient comme quelqu'un qui a confiance dans la personne qu'il aime. Elle s'était retournée vers son père. « J'ai déjà choisi, il y a 6 ans. » La rupture n'avait pas fait de bruit. Pas de porte claquée, pas de scène finale, juste ce silence qui s'était installé après qu'ils avaient quitté l'appartement de ses parents, un silence qui avait duré jusqu'au métro, puis dans la rue, puis chez eux, et Étienne avait préparé des pâtes parce qu'il fallait bien manger, et que c'était sa façon à lui de ramener les choses à une échelle humaine quand tout le reste devenait trop grand. Claire avait mangé sans avoir faim, et ils avaient parlé tard dans la nuit. Pas de ses parents, pas de ce qui venait de se passer, mais de leur appartement qu'ils voulaient agrandir depuis 2 ans,
du chantier qu'Étienne devait terminer avant la fin du mois, de ce week-end à Annecy qu'ils repoussèrent depuis l'automne. Et il y avait dans cette conversation ordinaire quelque chose de délibérément apaisant, une façon de dire que leur vie continuait et qu'elle leur appartenait. Les 3 jours qui avaient suivi s'étaient passés normalement. Le 4e jour, son téléphone avait sonné en milieu de matinée. C'était Marc Delvaux, directeur associé du cabinet Delvaux et Fils, un projet de réhabilitation d'un immeuble haussmannien dans le 2e arrondissement, 2 ans de travail préparatoire, la commande la plus importante qu'elle ait jamais décrochée seule, celle qui devait lui permettre de recruter un premier collaborateur et de cesser enfin de sous-traiter les projets trop grands pour elle. La voix de Marc Delvaux était embarrassée, de cet embarras particulier des gens qui font quelque chose qu'ils savent ne pas être tout à fait juste, mais qu'ils font quand même parce que leurs intérêts l'exigent. « Claire, je suis désolée de vous appeler pour ça. Nous avons décidé de revoir notre choix pour le projet du 2e. Votre profil est excellent, ce n'est pas une question de compétence, mais nous avons des doutes sur la capacité d'un cabinet de votre taille à absorber un chantier de cette envergure. Je vous enverrai une confirmation écrite dans la journée. » Elle avait raccroché et était restée immobile au milieu de son bureau, les yeux sur les plans épinglés au mur, ces plans qu'elle avait refaits 3 fois pour qu'ils soient parfaits, et elle avait compris avant même d'avoir réfléchi, avec cette certitude physique qui précède parfois la pensée, ce qui venait de se passer. Elle avait appelé Nadia, sa collègue et témoin de mariage, qui travaillait dans un cabinet voisin et connaissait tout le monde dans le milieu lyonnais de l'architecture. « Est-ce que tu as entendu quelque chose sur Delvaux ces derniers jours ?» Nadia avait hésité une seconde de trop avant de répondre, ce qui était déjà une réponse en soi. « Il y a eu un déjeuner jeudi. Delvaux est ton père. Je ne sais pas ce qui s'est dit. » Claire avait posé son téléphone sur le bureau et regardé par la fenêtre les toits de Lyon sous le ciel gris de janvier. Et elle avait pensé à la façon dont son père lui avait dit « Tu choisis sans avoir l'air de quelqu'un qui accepte qu'on lui résiste. » Et elle avait compris que l'ultimatum n'était pas une question, c'était une annonce. Le soir, elle n'avait rien dit à Étienne pendant le dîner. Pas par calcul, plutôt parce qu'elle avait besoin de porter ça seule encore quelques heures, de mesurer exactement ce que ça représentait avant de le partager, 2 ans de travail, un contrat qui aurait changé l'échelle de son cabinet, et son père assis en face de Marc Delvaux un jeudi midi, en train de construire tranquillement ce qu'elle ne pourrait pas facilement défaire. Après le dîner, elle était retournée dans son bureau, avait rallumé son ordinateur et avait ouvert le dossier du projet Delvaux. Elle avait regardé les plans longtemps, sans bouger, puis avait ouvert un nouveau document et commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre à son père. C'était une nouvelle version du projet, plus ambitieuse que l'original, celle qu'elle n'avait pas osé proposer parce qu'elle pensait que Delvaux n'était pas prêt. Il était minuit passé quand elle avait éteint la lumière. Elle avait mis 4 jours à lui dire pour le contrat Delvaux. Non pas parce qu'elle voulait lui cacher quelque chose, mais parce qu'il y avait dans le fait de prononcer les mots à voix haute une forme de confirmation qu'elle n'était pas encore prête à affronter, comme si tant qu'elle portait ça seule, ça restait quelque chose qu'elle pouvait encore contrôler. Elle avait continué à travailler sur le nouveau projet le soir après le dîner, à se lever tôt le matin pour affiner les plans, et Étienne avait regardé tout ça sans poser de questions, parce qu'il la connaissait assez pour savoir qu'elle parlerait quand elle serait prête. Le jeudi soir, elle avait tout dit. Il avait écouté sans l'interrompre, assis en face d'elle à la table de la cuisine, les mains à plat sur la toile cirée, et elle avait regardé son visage pendant qu'elle parlait et avait vu passer dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Pas de la colère, pas de l'inquiétude, mais cette douleur tranquille des gens qui souffrent de voir souffrir quelqu'un qu'ils aiment sans pouvoir rien y faire. Quand elle avait fini, il avait gardé le silence un moment, puis il avait dit « Je vais lui parler ». Elle avait secoué la tête. « Non. »« Claire. »« Non, Étienne, ce n'est pas ton combat. » Il avait regardé la table, puis elle, et elle avait vu à son expression qu'il choisissait ses mots avec soin. « Tu te bats seule depuis toujours », avait-il dit finalement, doucement, sans accusation dans la voix mais avec cette précision qui fait plus mal que les reproches. Contre ton père quand tu étais petite, contre les cabinets qui ne te prenaient pas au sérieux, contre les clients qui doutaient, et maintenant encore. Je suis là, Claire, je suis ton mari. Ce qui t'arrive m'arrive aussi.
Elle avait voulu répondre, mais les mots n'étaient pas venus, parce qu'il avait raison, et qu'elle le savait et que le reconnaître à voix haute demandait quelque chose qu'elle n'avait pas appris à faire facilement. Ils s'étaient regardés un long moment dans le silence de la cuisine, et la conversation s'était arrêtée là, suspendue, sans résolution, chacun portant sa part de ce qui venait d'être dit. Ce soir-là, Claire avait fait la vaisselle seule pendant qu'Étienne lisait dans le salon. Et il y avait dans cette séquence ordinaire une tension basse et sourde qui n'était pas de la rancœur, mais plutôt la conscience aiguë que quelque chose entre eux venait d'être mis à l'épreuve. Le lendemain matin, il était parti tôt sur un chantier sans la réveiller, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude, et elle avait trouvé le café préparé et sa tasse posée à côté de la cafetière, ce geste quotidien maintenu malgré tout, et elle avait bu ce café debout dans la cuisine en pensant qu'il y avait des façons de tenir à quelqu'un qui ne passait pas par les mots. C'est en rangeant la veste d'Étienne le soir qu'elle avait trouvé l'enveloppe. Glissée dans la poche intérieure, fermée, avec son prénom écrit dessus de l'écriture de son père, cette écriture angulaire et précise qu'elle reconnaissait entre mille. Elle était restée immobile un long moment, l'enveloppe dans la main, puis elle l'avait ouverte. C'était une lettre courte, 3 paragraphes, rédigés avec ce style formel que son père utilisait quand il voulait donner du poids à ce qu'il écrivait. Il s'adressait à Étienne. Il lui expliquait, avec une froideur administrative, que Claire méritait mieux que la vie qu'il pouvait lui offrir, qu'il nuisait à son avenir sans s'en rendre compte et qu'il était prêt à lui verser une somme, qu'il nommait sans détour, en échange d'un départ discret et définitif. Claire avait relu la lettre 2 fois, debout dans l'entrée, sans bouger. Ce n'était pas la proposition qui la dévastait, c'était la date en haut à droite de la lettre, 3 semaines plus tôt. Avant le dîner au Cèdre, avant la révélation, avant l'ultimatum, avant tout. Son père avait tenté d'acheter Étienne en secret pendant qu'il lui souriait encore en famille, et Étienne avait gardé cette lettre sans lui en parler pendant 3 semaines. Elle avait posé l'enveloppe sur la table du salon et s'était assise et elle avait attendu qu'il rentre. Quand la porte s'était ouverte, Étienne l'avait vue immédiatement, et il avait vu l'enveloppe, et quelque chose dans son visage avait changé. Pas de la culpabilité exactement, plutôt cette expression de quelqu'un qui savait que ce moment allait venir et qui n'avait pas trouvé comment le devancer. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il avait posé sa veste, s'était assis en face d'elle. « Parce que je ne voulais pas que tu aies à gérer ça en plus du reste. C'est moi que ça concerne. » « Je sais. Tu aurais dû me le dire. » Oui. Il n'avait pas cherché à se justifier davantage, et dans cette simplicité, il y avait quelque chose qui désarmait la colère sans la dissoudre, parce qu'elle savait qu'il avait mal choisi, mais qu'il avait choisi par amour, et que ces 2 choses pouvaient être vraies en même temps. Elle avait regardé l'enveloppe sur la table, puis lui. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Rien. » Il avait soutenu son regard. Il n'y avait rien à répondre. Le silence qui avait suivi était différent de ceux qui l'avaient précédé, plus lourd et en même temps plus honnête, comme si quelque chose de faux venait d'être retiré de l'air entre eux et qu'il fallait maintenant apprendre à respirer sans. Ce soir-là, il n'avait pas parlé davantage. Mais quand elle s'était levée pour aller se coucher, il avait pris sa main 1 seconde, juste ça, et elle ne l'avait pas retirée. Sa mère avait choisi un café du quartier des Brotteaux, neutre et sans histoire, un de ces endroits fonctionnels où personne ne se connaît et où les conversations importantes passent inaperçues entre le bruit de la machine à expresso et le fond sonore discret de la radio. Claire était arrivée la première et avait pris une table au fond, dos au mur, et elle avait regardé la porte pendant 10 minutes avant de voir sa mère entrer avec ce manteau beige qu'elle portait depuis des années, et cette façon de traverser un espace public qu'elle avait toujours eu, les épaules légèrement rentrées, comme quelqu'un qui s'excuse d'occuper de la place. Elle avait commandé un thé sans regarder la carte et avait posé les mains sur la table, et Claire avait remarqué qu'elle tremblait légèrement, pas de vieillesse, plutôt de cette nervosité particulière des gens qui s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils ont longtemps retenu. Claire n'avait pas dormi la nuit précédente. L'enveloppe était encore sur la table du salon quand elle était partie ce matin, et Étienne l'avait regardée partir sans rien dire, parce qu'il savait qu'elle avait besoin de traverser ça à son rythme et que le forcer n'aurait servi à rien. Elle portait cette fatigue-là dans le corps,
cette tension sourde qui vient quand on a trop réfléchi sans avoir pu conclure. Et elle avait décidé en venant ici que si sa mère avait quelque chose à dire, elle allait devoir le dire seule et entièrement, sans que Claire l'aide à trouver ses mots. « Je ne sais pas par où commencer », avait dit sa mère. « Par le début », avait dit Claire, sans dureté, mais sans l'aider non plus. Sa mère avait regardé son thé, puis la fenêtre, puis Claire. « J'ai toujours su que tu étouffais, depuis que tu étais petite. Je le voyais, la façon dont tu rentrais en toi-même quand ton père parlait, la façon dont tu apprenais à prendre moins de place pour qu'il y ait moins de friction. » Elle avait marqué une pause, et je n'ai rien fait. Claire n'avait pas répondu. Elle attendait. « Ce n'est pas une excuse, » avait continué sa mère, et dans sa voix il y avait quelque chose de différent de d'habitude, une absence de cette légèreté défensive qu'elle utilisait toujours pour traverser les sujets difficiles sans vraiment les toucher. J'avais peur de lui aussi, à ma façon. Celle de perdre l'équilibre fragile qu'on avait construit. Celle de me retrouver seule si je prenais ta défense trop ouvertement. C'est lâche. Je sais que c'est lâche. C'était la première fois en 35 ans que sa mère utilisait ce mot pour se décrire, et Claire avait senti quelque chose se déplacer légèrement en elle, pas de la tendresse encore, plutôt cette attention particulière qu'on porte aux choses fragiles qui commencent à bouger après être restées immobiles trop longtemps. Pourquoi maintenant? Sa mère avait hésité, et dans cette hésitation, Claire avait compris qu'il y avait encore quelque chose de plus concret que les remords. Ton père a des dettes. Elle avait dit ça à voix basse, les yeux sur la table, et Claire avait attendu la suite sans bouger. Depuis plusieurs années. Des investissements qui ont mal tourné, des garanties qu'il a signées sans m'en parler, un associé qui l'a entraîné dans quelque chose qu'il n'a pas su gérer. Je n'ai appris l'étendue réelle qu'il y a 6 mois. Elle avait relevé les yeux. Le déjeuner avec Marc Delvaux, ce n'était pas seulement pour te punir. Il cherchait à montrer qu'il avait encore des relations utiles. Il a besoin de maintenir l'apparence pour négocier du temps avec ses créanciers. Claire avait regardé sa mère et avait pensé à l'enveloppe, à la lettre adressée à Étienne, à la somme écrite sans détour, et elle avait compris que cette lettre aussi faisait partie de ça, cette tentative désespérée d'un homme qui essayait de contrôler ce qui lui échappait, parce que tout le reste était déjà en train de lui échapper. Ce n'était pas seulement de l'orgueil blessé, c'était de la panique. « Il sait que tu es ici ?» ?»« Non. » Un silence s'était installé entre elles, et Claire avait senti le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années, toutes ces conversations qui auraient dû avoir lieu et qui n'avaient jamais eu lieu, et elle avait pensé qu'il était peut-être trop tard pour rattraper tout ça, ou peut-être pas, et qu'elle n'avait pas encore assez de recul pour savoir. « Est-ce qu'il t'a parlé d'une lettre ?» avait demandé Claire. Une lettre qu'il aurait envoyée à Étienne. Sa mère avait levé les yeux, et dans son regard il y avait quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il m'en a parlé après, pas avant. Elle avait posé les mains à plat sur la table. Je lui ai dit que c'était une erreur. Il n'a pas voulu m'écouter. Claire avait hoché la tête lentement, et dans ce geste il y avait à la fois la confirmation de ce qu'elle avait besoin de savoir et la fatigue de quelqu'un qui vient de recevoir une vérité de trop en trop peu de temps. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» avait-elle demandé finalement. Sa mère avait secoué la tête. « Rien. Je voulais juste que tu saches, et te dire que si tu as besoin de moi, je serai là cette fois. » Claire s'était levée, avait posé de l'argent sur la table pour les consommations. « Je t'appellerai, » avait-elle dit. Ce n'était pas une promesse, c'était juste ce qu'elle était capable de donner ce matin-là, et sa mère l'avait compris, parce qu'elle avait hoché la tête sans insister et n'avait pas cherché à la retenir. Dans le tramway qui la ramenait vers le 3e arrondissement, Claire avait regardé défiler les façades de Lyon et avait pensé à Étienne, à la lettre, à sa mère dans ce café avec ses mains qui tremblaient, et pour la première fois depuis le début de tout ça, elle avait senti qu'elle ne pouvait plus se permettre de porter ça seule, non pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce qu'elle avait enfin compris que choisir de ne pas le faire n'était pas une faiblesse. Ce soir, elle allait rentrer, et cette fois, elle allait laisser Étienne être là. Elle avait attendu le lundi matin pour appeler Marc Delvaux, parce que le week-end, elle avait passé 2 jours à préparer ce qu'elle allait dire avec la précision qu'elle mettait dans ses plans,
chaque argument à sa place, chaque objection anticipée, et Étienne l'avait regardé travailler sans intervenir, lui apportant du café à intervalles réguliers, comme s'il était le gardien silencieux de quelque chose d'important. Le vendredi soir, après le tramway, après le café des Brotteaux, après tout ce que sa mère lui avait dit, elle était rentrée et elle avait trouvé Étienne dans la cuisine en train de préparer le dîner. Et elle s'était assise à la table et lui avait tout raconté, la lettre confirmée, les dettes, la panique froide derrière chaque manœuvre de son père, et il avait écouté sans l'interrompre. Et quand elle avait fini, il avait posé la main sur la sienne et dit simplement « Qu'est-ce dont tu as besoin ? Pas qu'est-ce qu'on fait, pas je vais régler ça, juste ça. » Et elle avait compris que c'était exactement la bonne question. « Du temps, avait-elle dit. Et toi ?» Le samedi, ils avaient dîné chez le frère d'Étienne. Une soirée ordinaire avec des gens simples qui parlaient de choses concrètes, et Claire avait senti pendant quelques heures le poids de la semaine se soulever légèrement. Cette capacité qu'avait Étienne à lui rappeler par sa seule présence qu'il existait un monde en dehors de son père et de ses manœuvres. Le dimanche, elle avait finalisé le nouveau projet. Ce n'était plus seulement une révision du dossier original. C'était une proposition entièrement repensée, plus ambitieuse dans sa conception, plus précise dans son traitement des contraintes techniques, avec une approche des matériaux que le premier projet n'avait pas osé. Et elle savait en le regardant que c'était le meilleur travail qu'elle ait jamais produit, que la colère et l'humiliation avaient fait ce que la tranquillité n'aurait peut-être pas réussi à faire, l'avaient poussée au-delà de ce qu'elle s'autorisait habituellement. Le lundi à 9h précise, elle avait composé le numéro de Marc Delvaux. Il avait décroché après 3 sonneries, et dans le silence d'une seconde qui avait précédé son bonjour, elle avait entendu cette légère hésitation de quelqu'un qui reconnaît un numéro qu'il n'avait pas prévu de voir s'afficher. Claire. Marc, je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Pas pour revenir sur votre décision, juste pour vous soumettre une proposition. 30 minutes de votre temps. Un silence. Claire, la situation est un peu délicate en ce moment. Je sais. Elle avait laissé passer un moment. Je sais aussi pourquoi elle est délicate, et ce n'est pas une raison suffisante pour passer à côté d'un bon projet. Il y avait eu un silence plus long cette fois, et dans ce silence, elle avait senti qu'il pesait quelque chose, la loyauté qu'il devait à son père contre son propre intérêt professionnel, et que ces deux choses n'étaient pas aussi bien alignées qu'il l'aurait voulu. « Jeudi à 14h, avait-il dit finalement. Mon bureau. » Elle avait raccroché et était restée assise un moment les mains à plat sur le bureau, le cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, parce qu'elle savait que jeudi ne serait pas suffisant, qu'une réunion ne suffirait pas à défaire ce que son père avait construit en un déjeuner, mais que c'était quand même quelque chose, une porte entr'ouverte, et qu'elle n'avait pas besoin de plus pour l'instant. Le jeudi, elle était arrivée avec le dossier imprimé et les plans roulés sous le bras, et Marc Delvaux l'avait reçu avec cette politesse légèrement tendue des gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce qu'ils font. Elle avait déroulé les plans sur sa table de réunion sans préambule et avait commencé à parler, et elle avait senti au bout de 5 minutes que quelque chose changeait dans son attention, cette façon qu'il avait eue de se pencher légèrement en avant, de poser des questions sur les matériaux, sur le traitement des façades, sur la gestion du calendrier de chantier. À la fin de la présentation, il avait regardé les plans un long moment sans rien dire. « C'est nettement au-dessus du projet initial, » avait-il dit, et dans sa voix il y avait quelque chose qui ressemblait à un regret sincère. « Le problème n'est pas là, Claire. Je sais où est le problème. » Il avait levé les yeux. « Alors vous comprenez que ma position est compliquée. Je comprends que vous avez des intérêts à ménager. » Elle avait commencé à rouler ses plans avec soin, sans précipitation. « Ce que je vous demande, c'est de décider sur la base du travail, pas sur la base d'un déjeuner. Prenez le temps qu'il vous faut. » Elle avait laissé un exemplaire du dossier sur sa table et était partie. Dans l'ascenseur qui descendait vers le hall, elle avait regardé son reflet dans les portes en métal brossé et avait pensé qu'elle avait bien fait, qu'elle avait dit ce qu'il fallait dire sans rien demander qu'elle n'aurait pas pu assumer. Mais elle savait aussi que Marc Delvaux allait appeler son père avant la fin de la journée et que son père allait répondre, et que la semaine qui venait allait dépendre de ce que ces deux hommes allèrent se dire dans une conversation à laquelle elle n'aurait pas accès. Ce soir-là, en rentrant,
Elle avait ouvert son ordinateur et commencé à préparer discrètement un dossier sur les dettes de son père. Pas pour s'en servir comme d'une arme, mais pour avoir en main ce que sa mère lui avait confié, mis en ordre, documenté, parce qu'elle avait appris depuis longtemps que la vérité posée calmement au bon moment valait mieux que n'importe quelle confrontation. Elle attendrait, mais elle serait prête. Marc Delvaux avait rappelé le mercredi matin, 8 jours après leur réunion, et Claire était dans son bureau en train de travailler sur un autre dossier quand le téléphone avait sonné, et elle avait regardé le nom s'afficher un moment avant de décrocher, parce qu'elle avait appris ces dernières semaines à ne pas se précipiter vers les choses, à laisser venir ce qui venait sans courir à sa rencontre. Claire. Il avait marqué une pause brève. Le projet est à vous. Elle n'avait rien dit immédiatement. Pas de soulagement explosif, pas de victoire proclamée, juste ce silence de quelques secondes qui était sa façon à elle d'accueillir les choses importantes sans les abîmer par une réaction trop rapide. La nouvelle proposition est exceptionnelle, avait continué Marc Delvaux, et dans sa voix il y avait quelque chose qui ressemblait à un soulagement, celui de quelqu'un qui a finalement choisi le bon camp après avoir hésité trop longtemps. Honnêtement, c'est le meilleur dossier qu'on ait reçu sur ce type de projet depuis plusieurs années, et j'aurais dû m'en tenir à ça dès le début. Elle avait dit merci, simplement, sans l'absoudre, mais sans le condamner non plus, parce que ce qui comptait maintenant n'était pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il venait de décider, et que les deux choses méritèrent d'être traitées séparément. Après avoir raccroché, elle était restée assise un long moment, les mains sur le bureau, et elle avait pensé au dimanche où elle avait redessiné le projet entier jusqu'à minuit, à la colère froide qui l'avait tenue éveillée, à Étienne qui avait posé une couverture sur ses épaules sans rien dire avant d'aller se coucher. Et elle avait compris que ce contrat n'était pas seulement une victoire professionnelle, c'était la preuve que son père n'avait pas réussi à l'atteindre là où elle était, vraiment forte. Le soir, elle avait ouvert une bouteille de vin que leur avait offerte le frère d'Étienne pour leur anniversaire de mariage, un Bourgogne qu'ils gardèrent depuis 2 ans pour une occasion qui le méritait, et Étienne avait souri en la voyant sortir la bouteille sans qu'elle ait besoin de lui expliquer pourquoi. 3 jours plus tard, son père avait sonné à leur porte. Elle ne l'attendait pas, ou plutôt elle s'y attendait d'une façon abstraite, sachant que Marc Delvaux lui avait certainement annoncé sa décision et que son père n'était pas homme à encaisser une défaite sans chercher à reprendre la main, mais elle ne savait pas quand ni sous quelle forme, et le voir sur le palier un samedi matin, seul, sans sa veste de costume habituelle, dans un pull qu'elle ne lui avait jamais vu, l'avait surprise d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Elle l'avait fait entrer parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'il était son père malgré tout. Et Étienne s'était levé du canapé et avait dit bonjour avec cette politesse tranquille qui n'excluait rien. Puis il avait pris sa veste et était sorti acheter du pain sans qu'on le lui demande, cette façon qu'il avait de comprendre ce qui était nécessaire et de se mettre en retrait exactement au bon moment. Son père s'était assis dans le fauteuil près de la fenêtre et avait regardé ses mains un moment avant de parler. « Les associés sont au courant pour les dettes. Je ne sais pas comment, mais ils sont au courant. » Claire n'avait pas répondu. Fontaine veut restructurer. Delorme se retire du prochain projet. Il avait levé les yeux. Tu es au courant de quelque chose? Elle l'avait regardé avec cette clarté qu'on atteint quand on n'a plus peur de la réponse qu'on va donner. J'ai mis en ordre ce que maman m'avait dit. Je n'ai rien fait de plus. La vérité s'est déplacée toute seule. Il avait semblé vouloir répondre quelque chose, puis s'était ravisé, et dans ce mouvement interrompu, elle avait vu quelque chose qu'elle n'avait presque jamais vu sur son visage. De la fatigue. Une fatigue réelle. Pas de la tristesse, mais l'épuisement de quelqu'un qui a soutenu une façade trop longtemps et qui commence à sentir le poids de ce qu'elle lui a coûté. « La lettre que tu as envoyée à Étienne, » avait dit Claire. « C'était une erreur. » Son père avait baissé les yeux. Pas de déni, pas de justification. Juste ce silence d'un homme qui sait qu'il est allé trop loin et qui n'a plus les moyens de le nier. « Je ne veux pas ta ruine, » avait-elle dit. « Je veux juste qu'on arrête de se mentir. » Il avait regardé par la fenêtre les toits de Lyon sous le soleil de février, et il était resté silencieux un long moment, et elle avait attendu sans le presser, parce qu'elle n'avait plus besoin qu'il réponde immédiatement, plus besoin qu'il valide quoi que ce soit. Il s'était levé sans avoir dit autre chose, avait remis son manteau, et elle l'avait raccompagné jusqu'à la porte.
Sur le palier, il s'était retourné une seconde, la bouche légèrement ouverte comme s'il cherchait encore ses mots, puis il était parti sans les avoir trouvés. Elle avait fermé la porte doucement et s'était appuyée contre elle un instant, les yeux fermés, et quand Étienne était rentré avec le pain quelques minutes plus tard, il l'avait regardée sans poser de questions, et elle avait simplement dit « Ça va ». Et c'était vrai. Le chantier avait duré 11 mois. 11 mois pendant lesquels elle avait appris à dormir 6 heures par nuit sans s'en plaindre, à résoudre des problèmes de structure un vendredi soir en mangeant debout dans son bureau, à tenir des réunions de chantier avec des hommes qui avaient le double de son âge et qui avaient fini par la respecter, non pas parce qu'elle le leur avait demandé, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de le faire. Étienne était passé 2 fois par semaine surveiller la pose des menuiseries intérieures, et les ouvriers l'avaient appelé par son prénom dès la 3e visite, ce qui lui avait semblé être la chose la plus naturelle du monde. L'inauguration avait lieu un jeudi de septembre, en fin d'après-midi, quand la lumière de Lyon fait ce qu'elle fait à cette heure-là sur les façades en pierre, quelque chose de chaud et d'honnête qui ne ressemble à rien d'autre. Claire était arrivée en avance, comme toujours, et elle avait traversé les espaces vides avant que les invités n'arrivent. Les salles hautes de plafond, où la lumière entrait par les grandes fenêtres qu'elle avait dessinées des dizaines de fois, avant de trouver la proportion exacte, les couloirs où chaque matériau avait été choisi pour ce qu'il allait devenir avec le temps, pas seulement pour ce qu'il était au moment de la pose. Devant la fenêtre du fond, elle s'était arrêtée un instant pour vérifier l'angle de la lumière, cette précision obsessionnelle qu'elle avait depuis toujours pour les détails que personne d'autre ne remarquait, et elle avait pensé fugacement, sans tendresse ni amertume, qu'elle tenait cette exigence-là de son père, cette façon de ne jamais accepter que quelque chose soit presque bien quand ça pouvait être juste. Elle avait laissé passer cette pensée sans la retenir, comme on laisse passer les choses qu'on a cessé de combattre parce qu'on a compris qu'elles faisaient partie de vous et que les combattre revenait à se combattre soi-même. Elle avait posé la main sur le mur en passant, ce geste qu'on fait sans y penser quand quelque chose nous appartient d'une façon que les papiers ne peuvent pas tout à fait contenir. Les gens étaient arrivés progressivement, des clients, des collègues, Nadia avec son mari, le frère d'Étienne venu de Grenoble, Marc Delvaux, qui lui avait serré la main avec une sincérité qu'elle avait acceptée sans y attacher plus d'importance qu'elle n'en méritait. Il y avait du bruit, des verres, des conversations qui se croisaient, et Claire avait navigué dans tout ça avec cette présence tranquille qu'on acquiert quand on n'a plus rien à prouver. C'est Étienne qui l'avait vue en premier. Il était venu se placer à côté de Claire sans un mot, et avait légèrement incliné la tête vers l'entrée. Et Claire avait suivi son regard, et avait vu sa mère debout dans l'encadrement de la porte, le manteau beige, le même depuis des mois, les mains croisées devant elle avec cette façon qu'elle avait de prendre le moins de place possible dans les espaces inconnus. Elle n'avait pas été invitée. Elle était venue quand même. Claire avait traversé la salle lentement, et sa mère avait eu ce sourire fragile de quelqu'un qui ne sait pas encore s'il a le droit d'être là, et elle avait regardé autour d'elle, les espaces, la lumière, ce bâtiment entier qui portait la signature de sa fille, et dans son regard il y avait cette fierté simple et tardive qui ne demande rien en retour parce qu'elle sait qu'elle arrive trop tard pour demander quoi que ce soit. « Tu es venue », avait dit Claire simplement. Sa mère avait hoché la tête, puis après un silence, les yeux toujours sur le bâtiment, il voulait venir. Claire l'avait regardé un moment, puis avait regardé à son tour les grandes fenêtres, la lumière de septembre qui traversait le verre et dessinait des rectangles clairs sur le sol en pierre. « Je sais », avait-elle dit. Elle n'avait pas dit autre chose. Il n'y avait rien d'autre à dire. Plus tard, quand la plupart des invités étaient partis et que les lumières s'éteignaient une à une, Étienne et Claire avaient marché ensemble dans le bâtiment presque vide, leurs pas résonnant légèrement sur le sol froid, et il avait posé la main sur son épaule, avec ce geste qui n'avait pas changé depuis le premier jour, cette façon de tenir sans retenir, d'être là sans peser. Elle s'était arrêtée devant la grande fenêtre du fond et avait regardé les toits de Lyon dans la lumière du soir, et elle avait pensé à tout ce qui avait précédé ça, les années de travail silencieux, la lettre dans la poche d'une veste, le café des Brotteaux et les mains tremblantes de sa mère, la robe bordeaux posée sur une chaise, et cette flûte de champagne qu'elle avait posée sur la nappe blanche avant de dire ce qui devait être dit. Étienne n'avait rien demandé. Il regardait la ville avec elle. Elle avait souri, doucement,
pour elle-même, de ce sourire qu'on a quand on comprend qu'on est exactement là où on devait être, pas parce que tout s'est arrangé, pas parce que les blessures ont disparu, mais parce qu'on a construit quelque chose de vrai sur un terrain qui n'était pas facile, avec les mains qu'on avait, sur les fondations qu'on s'était données. Et ça, personne ne pouvait le lui prendre. Claire a choisi de construire plutôt que d'attendre. De tenir plutôt que de plier. Et d'aimer, même quand c'était compliqué. Peut-être que vous avez connu, vous aussi, ce silence qu'on porte trop longtemps. Ou cet homme qui pose une main sur votre épaule sans rien demander. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous. Votre avis compte vraiment. Il nous aide à continuer à créer des histoires comme celle-ci, pour vous.